Bonsoir à tous. Merci d'être présents au rendez-vous de ces expériences de paysage, donc en Nouvelle-Aquitaine. On est ravis d'être là ce soir et d'accueillir donc Graziella Barsac et les deux jardiniers des deux parcs qui vont donc nous présenter ce soir cette conférence sur la leçon des pionnières. C'est ce soir donc la reprise du cycle des expériences de paysage Nouvelle-Aquitaine. Juste pour rappel, on est sur voilà des conférences de praticiens paysagistes. L'idée c'est vraiment de pouvoir illustrer la diversité en fait des pratiques professionnelles dans notre grande région Nouvelle-Aquitaine principalement, même si parfois on accueille aussi quelques paysagistes en dehors de la grande région. Voilà. Et donc ces expériences de paysage Nouvelle-Aquitaine, c'est une déclinaison voilà du grand projet des expériences de paysage porté par la FFP nationale et qui maintenant se décline depuis plusieurs années en région. Région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi PACA et un petit peu la région Ouest. Voilà, donc remercie aussi le CAUE de nous accueillir ce soir. Merci aussi d'être là très nombreux. Et puis, je laisse la parole à Élodie. Ah oui, pardon, le cycle, effectivement, merci de me le rappeler. Donc, on a donc un cycle qui redémarre, effectivement, cette rentrée 2023. On a des dates aussi à venir, des prochaines dates. Le 14 novembre, donc ce sera une prochaine conférence sur les pratiques paysagistes en CAUE, donc les spécificités de ce métier de paysagiste conseil en CAUE. Et puis le 12 décembre aussi, à noter dans vos agendas, ce sera donc une conférence autour des questions de changement climatique et de comment en fait le littoral, sur les littoraux en Nouvelle-Aquitaine, on peut penser l'adaptation de ces territoires en tenant compte des risques, mais aussi au-delà de la question du risque. Voilà, donc avec un témoignage croisé entre le collectif Climat et Barthélemy Schlumberger, donc paysagiste. Et puis en janvier, donc rentrée 2024, le 16 janvier aussi à noter dans vos agendas, donc une conférence sur la démarche Adapto, portée par Conservatoire du Littoral, le CAUE et aussi le Conseil départemental de la Gironde. Voilà. Merci Sonia. Donc bienvenue, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. C'est un honneur d'avoir Graziella ce soir. Quelques mots pour vous dire que nous avons rejoint ce partenariat avec beaucoup d'envie. Donc entre l'école FFP et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Pourquoi ? Parce que ici, il est question de parler de démarche, d'engagement, de valeur. On n'est pas là pour faire des monographies d'un praticien, mais vraiment d'une démarche et d'un engagement. Ça va être le cas ce soir. Ça peut être aussi parler de projets, de territoires. Vous verrez, les sujets sont vastes. Et c'est ce que nous portons, nous, au CAUE, puisque nous accompagnons au quotidien des élus, d'un côté, mais aussi nous intervenons auprès du grand public, des professionnels, des enfants dans les écoles. Donc voilà. Et à chaque fois, l'idée, c'est de porter un message. On parle évidemment d'écologie, mais au-delà de ça, c'est comment rester sobre dans les aménagements et accompagner les élus pour que, face aux défis, au changement climatique, aux défis aussi économiques, on puisse quand même produire de la qualité. Et puis enfin valoriser ce qui se passe autour de nous, alors en Gironde, mais j'allais dire au-delà, en montrant des exemples de projets réussis, et même s'ils ne sont pas parfaits, ce qui compte, c'est vraiment cette volonté portée et affichée. Voilà. Je te passe la parole, Rémi. Merci. Je termine par un rappel et une présentation. Un rappel, rappeler que ces expériences de paysage, elles sont adossées à des enseignements de l'ENSAP de Bordeaux, donc l'école dans la formation des paysagistes d'EP de Bordeaux, notamment dans un enseignement qui est dédié à de la critique de projets de paysage. Donc ça fait un peu la singularité aussi des expériences de paysage Nouvelle-Aquitaine. Puis une présentation, évidemment, présenter les trois intervenants de la soirée. On les remercie beaucoup. Graziella Barsac, paysagiste et ingénieure horticole. Elle corrigera si je me trompe, mais je crois pas. Paysagiste donc et ingénieure horticole, qui a mis au cœur de sa pratique effectivement
la question des dynamiques végétales, du spontané dans sa grande pratique, puisqu'elle travaille en tant que praticienne depuis début des années 80, en particulier en Nouvelle-Aquitaine, mais pas seulement. Vous connaissez probablement beaucoup de ses réalisations, et on accueille avec Graziella, et on est enchanté que ce soit une conférence à 3 voix, 2 jardiniers, Laurent Toulouse et Numa, que je connais que son prénom, donc il m'excusera. J'ai oublié son nom de famille, il m'excusera. Donc Laurent, Graziella et Numa, on vous remercie tous les 3 de nous faire cette leçon sur les pionnières, et on vous laisse la parole. Merci. Juste pour préciser, pardon, qu'on va à peu près avoir 3/4 d'heure de présentation. On laisse un temps évidemment aux échanges et aux questions à la suite de cette présentation. Et puis on essaiera aussi pour les personnes en visio, si éventuellement il y a des questions ou remarques, de les prendre en compte. Donc voilà, pour les personnes en visio, n'hésitez pas aussi. Merci. Bonjour et merci. Je vais vous parler du parc Ozone à Bruges, qui est un des derniers projets qu'on a fait, qui nous a pris 6 ans avec la mairie de Bruges, de 2013 à 2019 pour la réalisation du parc, et puis 2 ans aussi de gestion partagée avec Numa, qui est le jardinier du parc Ozone. Et j'ai souhaité inviter, puisqu'on nous demandait de parler de la façon dont on travaille, nous les paysagistes, sur des sujets qui sont ceux de la nature en ville et notamment de parcs. Je souhaitais inviter mes 2 jardiniers préférés, parce que c'est très très important que à la suite du travail que nous menons, il puisse y avoir un vrai relais qui soit donné et mis en place. Et c'est Numa qui est le jardinier du parc de Bruges à Ozone et qui mène depuis 2019 une gestion écologique et différenciée très sensible, mais très sensée, surtout par rapport aux dynamiques du vivant du site qui sont complexes. Et puis mon complice aussi, je me suis dit que c'était important aussi d'inviter Laurent Toulouse, qui est le jardinier du parc Majolan, qu'on a terminé en 2008. Laurent est arrivé en tant que jardinier en 2007. Il a pris le relais de notre travail à la suite du chantier. On a travaillé pendant 2 ans aussi sur une gestion différenciée, accompagnée sur le terrain, toujours, pour essayer d'ajuster le projet, la gestion écologique et différenciée au site et aux évolutions du site, aux dynamiques du site, mais aussi à la façon dont le public vit le site aussi. Tout ça, c'est des sujets extrêmement importants. Et depuis 16 ans, Laurent Toulouse gère le parc de Majolan d'une façon extrêmement fine et très très importante. C'est pour ça que je souhaitais inviter ces 2 jardiniers aujourd'hui, parce que notre travail n'a de sens que dans la durée et dans le temps. Et c'est vrai que c'est eux aussi qui donnent ce temps-là, et c'est par leur savoir-faire, leur finesse, leur expérience, leur observation du vivant tous les jours qu'ils accumulent aussi tout un savoir qui est précieux, pas seulement pour nous les paysagistes, et ça c'est important qu'on ait des dialogues entre nous, mais aussi pour tous ceux qui travaillent sur ces questions de la nature et du vivant en ville. Voilà. Donc ils ont accepté, et on va essayer de faire cette présentation à 3. Alors la leçon des pionnières, c'est le sujet de notre parc de Bruges, puisque c'est un parc qui a été conçu sur une grande friche industrielle et qui a été aménagé, dont la réflexion a démarré en 2013. J'arrive pas. Attends. Donc ce site, alors ce qui est intéressant, c'est que on est sur un site de 22 hectares au plein cœur de la ville de Bruges, entre le plateau de Bruges avec le centre-bourg historique et le marais de Bruges avec les zones du Tasta notamment. Ce site de 22 hectares était dans les années 1924, comme on le voit. Ah, ça y est, pardon. Comme on le voit. Alors je vais appuyer sur le truc. Sur les photos aériennes qu'on a extrait de Géoportail, on voit que ce site, au tout départ, c'était une grande campagne agricole, et c'était le château Ozone, c'était le domaine agricole du château Ozone, avec des grandes prairies et des haies de chênes qui étaient sur ce grand site-là. Et ce site a été, dès 1930, exploité par une
par une tuilerie qui est venue pendant 50 ans extraire 4 mètres d'argile, quasiment sur la totalité du site. Il y a quelques espaces qui y ont échappé. Mais et pendant 50 ans, la tuilerie excave et Bordeaux, la ville de Bordeaux qui se reconstruit après la guerre, utilise toutes ces démolitions et remblait derrière 4 mètres de sol stérile, évidemment, essentiellement des gravats, bon. Donc ça, c'est le point le plus important. Il faut comprendre qu'on est sur un site fortement anthropisé et qui a perdu tout intérêt de sol vivant, en quelque sorte, avec un contexte de pollution qui est aussi important à réfléchir. Et pourtant, de l'arrêt de la tuilerie en 1981 ici, on voit qu'il y a une partie déjà du site qui commence à se refermer, se revégétaliser, et on hérite donc d'une friche qui a entre 40 et 60 ans selon les secteurs et l'orientation des extractions. Donc en 2011, la mairie réfléchit à ce site de 22 hectares qui a fort enjeu. La nouvelle maire qui est élue à ce moment-là est élue sur 22 hectares au PLUI constructible. Ça veut dire que 22 hectares qu'on peut vraiment habiter, en fait, minéraliser en quelque sorte. Elle dit sur 22 hectares, on va faire 11 hectares de parc et on négociera 11 hectares de quartier. Donc ça, c'est déjà un premier projet qui est très très important. Et puis elle lance avec le promoteur Faya, qui récupère à peu près l'ensemble du terrain des 22 hectares, elle lance plusieurs études. Une étude environnementale pour faire le bilan des espèces et des faunistiques et floristiques pour avoir un inventaire correct du site tel qu'il est en 2011, 12, 13. Une étude et un diagnostic pollution pour comprendre s'il y a des pollutions dont le résultat de cette étude est assez simple. On est sur une pollution ordinaire, comme on dit ici, c'est-à-dire beaucoup de gravats, quelques points ou poches un peu spécifiques qui ont été évacués, mais pas grand-chose. Et puis une revégétalisation, une remise en place de la friche ici qui se fait sur ce site et sur ce sol fortement remblayé. De ces deux diagnostics de pollution et d'études environnementales, et lancer une étude paysagère avec pour ambition, ce qui est quand même peut-être pas très novateur, parce que les paysagistes de la fin du 19e siècle, comme Jean-Claude Nicolas Forestier et d'autres, travaillaient sur des réseaux de parcs pour construire la ville. Donc cet urbanisme végétal, on l'a oublié, mais là, à cette occasion-là, l'ambition de la mairie, c'était de créer un parc d'abord et de faire cette étude paysagère pour définir quels étaient le périmètre du parc et comment on allait urbaniser par ailleurs. Et donc, le parc n'était pas le résidu de l'urbanisation de quartier, mais c'est l'inverse. C'est le parc qui est au cœur d'une volonté d'urbanisation moitié-moitié. Donc en 2012, on fait cette étude préliminaire sur l'ensemble des 22 hectares du site et on se rend compte qu'on a une friche arborée de 40, 50, 60 ans selon les secteurs qui est relativement intéressante. Elle est très fréquentée aussi par les gens. C'est un lieu où on a aussi une flore et une faune intéressante qui est notamment, on peut retrouver dans certains secteurs de milieux humides des batraciens, des tritons, mais aussi on va avoir tout un tas de petits reptiles, on va avoir aussi des chauves-souris, on va avoir des oiseaux évidemment, et j'en passe. Mais c'était plutôt une vision globale du site. Et puis on s'est rendu compte que dans la diversité... Laurent, je vais te prendre la tête, là. Il faut que tu te pousses un tout petit peu. Voilà. Donc voilà les 22 hectares sur lesquels on travaille. C'est cet ensemble-là, qui sont la tuilerie. Alors on se rend compte de plusieurs choses. Nous, ce qu'on cherche en tant que paysagiste, sachant l'intérêt écologique du lieu, on cherche la diversité des milieux.
La biodiversité, elle vient de la diversité des milieux et des interfaces entre ces milieux. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et vous voyez qu'on arrive à trouver ici au cœur du site 3 milieux assez différents et importants. La friche arborée qui est issue vraiment de la renaturation. La chênaie qui est issue d'une plantation de chênes du secteur qui date de 90 ans. Et puis des prairies ici qui sont aussi des secteurs un peu ouverts et intéressants. Et puis on se rend compte d'une autre chose, c'est qu'ici il y a un ruisseau qui déverse les eaux pluviales du plateau vers le marais de Bruges en contrebas, et qu'il est très important aussi bien au niveau écoulement hydraulique qu'au niveau écologique. Donc on a aussi ce corridor écologique qui nous intéresse fortement. À partir de là, il faut trouver 50% de parcs et 50% d'urbanisation. Notre choix est fait de bien sûr préserver ce cœur central très fort au contact de 3 milieux différents qui sont importants et intéressants. La friche arborée, la chênaie et la prairie. Et puis, on va aussi, bien sûr, se battre pour préserver ce corridor écologique qui a des usages aussi essentiels. On va donc libérer des hectares ici, cette parcelle-là à l'urbanisation, celle-là à l'urbanisation. C'était assez facile. Et le plus compliqué, ça a été effectivement de négocier un bout une parcelle ici dans ce secteur-là, qui était indispensable pour rester sur les 50%. Voilà pour les grands principes. Donc ce parc, il devait aussi structurer le quartier, structurer la ville. Cette biodiversité ordinaire, elle est importante et intéressante. Souvent on la méprise, cette biodiversité ordinaire. Moi j'entends souvent, oh, mais ça c'est une plante invasive, ça c'est une plante qui... Non, ici on a une chance, c'est que la nature pousse sur un sol complètement stérile et qu'on a une friche arborée qui peut avoir quand même 20 mètres de haut, c'est pas rien, avec une végétation et une faune particulière. Donc notre attitude en tant que paysagiste, c'est de faire d'être respectueux de ces milieux vivants, de les observer avec attention et aussi de savoir que ces dynamiques du vivant, ce sont des dynamiques qui mettent en place peu à peu dans le temps une diversité qui arrive, qui passe, qu'on peut observer et que c'est une vraie leçon. Leçon de compréhension de la nature et de ces dynamiques vivantes. Et on va pas intervenir avec une vision, j'allais dire, techniciste, hein, en se disant qu'il y avait telle plante qui serait pas intéressante, tel milieu. Non, tous les milieux sont bienvenus, toutes les leçons sont bienvenues, et ça va être l'objet du parc, et notamment la leçon des plantes pionnières, qui sont les premières plantes qui arrivent sur des milieux fortement anthropisés. Donc voilà, je vous ai parlé de ces milieux qu'on va préserver. Et puis voilà le principe, les limites du parc avec les secteurs urbanisés. On se retrouve avec une charpente autour du corridor, autour de ces friches, de la chênaie et de la prairie au contact ici, avec 7 entrées qui vont être aménagées. Une entrée principale qui vient s'articuler sur la station tram-train Tram-Ozone, en lien avec le centre-ville qui est ici et en lien avec tout le quartier du Tasta qui est en dessous. Entrée majeure, 11 mètres de déclivité à gérer entre le viaduc et le terrain naturel ici. Et puis on va avoir une entrée sur la rue des Hirondelles, une entrée majeure ici vers le quartier du Tasta, enfin et vers les quartiers maraîchers, avec la découverte aussi d'un axe historique très important, qui est l'axe du Charteau-Ozone, qu'on retrouve encore aujourd'hui en partie dans ce secteur-là, avec des grands platanes qui ont 150 ans ici en alignement sur ce secteur, et puis une petite porte, un portail de pierre qui est encore situé ici. Donc notre travail, ça a été aussi de réintroduire cette lecture historique d'un paysage rural. Ensuite, on a travaillé aussi sur une entrée sur la rue des Malraux, et puis la rue du Réduit ici, avec un grand axe qui va être aménagé aussi vers le Darnal, avec un parking, des équipements publics importants et une traversée qui va être organisée autour du secteur urbanisé. Donc voilà comment on pense la chose. Et puis en discutant avec les habitants, pendant plus de 2 ans, il y a eu beaucoup de concertations, etc.,
On a laissé tout un secteur de la moitié du corridor écologique qui est sanctuarisé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui rentre dedans, c'est laissé à la nature. Et il y a aussi tout un secteur ici dans l'angle qui est sanctuarisé autour d'une ruine qui nous intéresse aussi pour les chauves-souris, etc. Et puis dans le projet, on va négocier avec Faya plusieurs choses qui sont importantes, qui sont en lien avec le recyclage, notamment le recyclage des eaux pluviales, puisque les secteurs à urbaniser vont devoir récupérer des eaux pluviales et vont nourrir et enrichir tout le corridor hydraulique, la continuité hydraulique du ruisseau. On va avoir ce secteur qui va les eaux pluviales vont se diriger sur toute une ceinture d'eau qui va être aménagée à l'occasion par le promoteur Faya. Et puis on va avoir aussi toutes les eaux pluviales de ce secteur qui vont venir enrichir et se déverser le long du ruisseau. Et du coup, le corridor écologique récolte aussi toutes les eaux pluviales de ces secteurs urbanisés. Et propose pour nous des ceintures hydrauliques intéressantes. Celle-ci, elle est à créer et à planter, évidemment. Le recyclage aussi, attitude de recyclage des terres négociée avec Faya, puisqu'ils excavent des secteurs entiers. On va récupérer les terres, ils vont les trier, et plutôt que de les évacuer, ils vont nous les offrir, nous les déposer au contact de la station tram-train à l'occasion de cette grande colline qui est une création qu'on met en place, qui va nous permettre de relier l'arrivée du tram-train au niveau du socle existant du terrain. Et sur ces 11 mètres, cette grande colline va permettre aussi, avec une pente de 4%, de créer une entrée avec une allée compatible avec les pentes handicapées. Et donc tout le parc, du coup, est simplement traité et accessible aussi aux handicapés. Voici un peu le planning, en fait, en quelque sorte, du parc. En 2016, suite à l'étude préliminaire que nous avons fait, il y a un concours qui a été lancé par la commune, avec une volonté, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Donc nous, en tant que paysagistes, on a invité les architectes Moonwalk, qui sont des jeunes architectes, à venir travailler avec nous sur les ouvrages du parc, et les ingénieurs d'Ingérop pour évidemment nous aider dans les structures. En 2018-2019, le chantier du parc a été mené suite 2 ans de conception, d'études, 2 ans de chantier, 3 millions d'euros hors taxes, 8 entreprises. Et de 2020 à 2022, le suivi de la gestion écologique du site avec Numa. Et puis depuis, on discute encore. Voilà. Et 2022, c'est la fin de tous les quartiers urbanisés. Voilà le parc dans sa structure. Alors, les objectifs du parc, c'était de faire avec le site. On parle beaucoup de frugalité, oui, on le formule pas nous comme ça, mais on fait avec le site, on fait avec les gens, parce qu'on discute aussi avec les riverains, et on fait aussi avec les dynamiques du vivant, ce qui fait que du coup, on récupère sur les 11 hectares de parc, on récupère 1 hectare de chêne, 5 hectares de friches et de corridors écologiques, et on va créer 1,5 hectare, 2 hectares de ceinture hydraulique boisée et 3 hectares de prairies avec ici, la grande colline qui descend depuis la station tram-train qui propose 1,5 hectare de prairies. Et puis ici, ce qu'on a appelé la clairière des enfants, qui est une grande clairière au milieu aussi d'un hectare de prairies proposée pour accueillir les enfants. De la friche arborée, on a créé tout un petit dédale de chemin, en fait, qui font qu'on a créé des cellules du vivant, qui sont des cellules fermées par des ganivelles, et qui sont des lieux inaccessibles aussi. Mais l'observation des dynamiques du vivant, c'est-à-dire des dynamiques d'évolution de cette friche arborée, on la propose par ce dédale de chemin qui permet aux gens de se perdre dans ce boisement qui est assez important puisqu'il fait plus d'1,5 hectare. On préserve aussi la grande chaînée et on va créer une entrée dans la grande chaînée ici avec une grande passerelle au niveau des frondaisons pour pénétrer dans les houppiers. Voilà, et on va aussi faire un gros travail de revégétalisation et de replantation des limites du parc en prenant pour modèle les plantations, les arbres de la friche, mais aussi en rajoutant toute une succession de plantes
choisi spécifiquement aussi par rapport à la sécheresse et à la dureté du site. Donc ce parc écologique, c'est pour nous l'éloge de la biodiversité ordinaire. Ça, c'est très important. C'est un cadeau, en fait. Cette biodiversité ordinaire, il faut savoir la préserver, l'observer, en tirer aussi des leçons pour nos aménagements futurs, surtout en ville, dans la nature en ville. Ça permet de changer les regards aussi sur le vivant, parce que les habitants qui se promènent là, et Numa pourra le dire, au début étaient un peu surpris. Comment ça, il y a des mauvaises herbes et des choses... Et puis en fait, ils sont très très contents de comprendre aussi ces dynamiques du vivant qu'on leur explique, et dont c'est aussi un des travaux du jardinier. Et puis c'est accepter l'imprévu, faire avec la nature, c'est-à-dire abandonner le fait qu'on puisse aussi ne pas tout savoir, et que cet imprévu aussi est bienvenu. Ça, c'est, je crois, aussi quelque chose de spécifique à notre métier de paysagiste. Rien n'est figé et il faut faire avec cet imprévu. La renaturation comme modèle, j'en ai parlé, c'est-à-dire que ces friches, on les observe, le jardinier les observe, on voit comment elles évoluent et elles vont nous servir aussi à penser la ville demain. Voilà, l'expérimentation de toutes ces dynamiques du vivant. On est face aux capacités de résilience du vivant, finalement. Être dans ces lieux-là, c'est aussi être à l'ombre, être dans une nature ensauvagée et simple, très rustique aussi, très forte. Alors notre travail, ça va être d'abord de créer cette grande entrée sur la ville, au contact du tram ici qui passe là-haut. On va l'organiser avec cette grande colline dont je vous ai parlé, avec le recyclage des terres qu'on a récupéré. Et puis, on va recréer tout un sol vivant avec 30 cm de terre qui va nous permettre d'obtenir cette prairie aujourd'hui. Et puis, on va marquer cette entrée du site avec un ouvrage, une fabrique. Moonwalk va travailler sur trois fabriques qui vont marquer le parc de façon spécifique. Celle-ci, c'est le belvédère. Elle nous permet de grimper à 10 mètres au-dessus du sol et on est sur un point haut de Bruges aussi. Donc c'est un belvédère qui oriente des vues sur la ville, sur le parc, mais aussi sur la Chênaie de ce côté-là. C'est un belvédère qui accueille des toilettes sèches à l'intérieur. Et donc, c'est aussi une lanterne urbaine parce que c'est le seul élément d'éclairage qu'on a. Tout le reste du parc n'est pas du tout éclairé. Et comme on est au contact du tram-train, c'est une petite lanterne urbaine qui annonce l'entrée du site et finalement aussi sa noirceur. Voilà. Voilà les points de vue depuis le haut du belvédère. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est très peu de temps après l'ouverture du public. Et cette grande pelouse que vous voyez là, qui est bordée d'ailleurs d'une haie de chêne qu'on a découvert au fur et à mesure du chantier et qu'on a préservé, cette grande pelouse aujourd'hui, elle est gérée différemment et Numa va vous parler de tout ce travail aussi d'adaptation du parc aux dynamiques du vivant. Et voilà, donc tout notre travail, c'est d'aller du naturel au culturel ou du culturel au naturel et de proposer aussi des traversées de ces milieux naturels importants, de marquer les entrées et les accroches avec la ville comme une ode aussi au bois urbain, notamment en récupérant de l'hectare de boisement qu'on a coupé. On a aussi planté plus d'1 hectare arboré, mais de l'hectare de boisement qu'on a coupé, on a pu conserver une partie des chênes qui nous a permis de traiter les entrées comme une ode à ce bois en ville. Voilà, et on a travaillé sur tout un tas de cheminements, avec toujours aussi une idée de recyclage, puisque tous les sols sont traités en béton concassé recyclé, qui sont produits dans une gravière juste à côté à Blanquefort. Donc les sols stabilisés, c'est stabilisé avec du béton concassé, tout simplement, 100%. Et puis les sols en béton désactivé, comme ici, sont aussi en 100% béton recyclé concassé. Et puis on a des petites allées aussi qui sont faites, comme ici, en broyat, puisque toutes les plantes il y a eu 0 exportation aussi du parc, en dehors du parc. Il y a toujours 0 exportation comme objectif dans la gestion du parc. Et l'hectare de broyat d'arbres qu'on a coupé, on a du broyat du BRF qui a été utilisé, il y a des sols qui ont été créés, et on a aussi les gabions de bois qui ont pu être réalisés.
Donc toute la traversée des cellules du vivant, c'est-à-dire de cette zone de friche qui est extrêmement intéressante. On va y retrouver des saules, des ormes, des érables, des acacias, tout un tas de plantes qui sont les plantes pionnières, bien sûr les peupliers, mais aussi toute une strate arborée extrêmement riche et intéressante. Vous voyez ici le rosier, alors il y a des rosiers canina, mais il y a aussi beaucoup de grimpantes. Vous verrez, si vous avez le plaisir de vous promener dans ces lieux. L'hectare de la Chênaie, on l'a articulé sur la rue Beyermann par une grande passerelle, qui est un élément ludique aussi, qui est une façon de rentrer dans le site et de traverser les frondaisons. Il faut savoir que le travail qu'on a fait avec Moonwalk sur ces 3 fabriques, c'est à chaque fois 3 fabriques qui permettent de rentrer dans le site et de donner à voir la nature d'une certaine manière, toujours de façon différente. Et ça, c'est très très important aussi pour nous. Donc on rentre dans cet hectare de Chênaie de cette manière-là, en regardant aussi en dessous tout un canal d'eau qui, au gré des saisons, varie puisqu'il peut s'assécher, et on a tout un tas d'animaux ou de végétation qui varie énormément en fonction des saisons. Voilà la traversée de cette Chênaie qui a plus de 90 ans. Puis le corridor écologique dont je vous ai parlé, la traversée du ruisseau, qui est importante aussi, parce que on a plus de 50-60 mètres d'épaisseur végétale de part et d'autre de ce corridor hydraulique qui est constitué par le ruisseau, avec une végétation extrêmement riche, parce que là on a beaucoup d'eau, et non seulement à la friche qu'on observe, on vient de se glisser aussi toute une végétation de plantes échappées des jardins de la ville. On va avoir des mycocouliers, des Gleditsia triacanthos, des féviers d'Amérique, des arbres de Judée, enfin plein de plantes aussi qui viennent se mêler à tout ça, et ça crée une richesse et une biodiversité très étonnante. Voilà, avec beaucoup de grimpantes aussi qui sont bienvenues, qu'on préserve, parce que on a très peu d'études sur les grimpantes, mais c'est extrêmement intéressant. Elles sont le lien entre le sol vivant et la canopée, et c'est tout un lien entre le monde de la biodiversité souterraine et aussi des strates arborées, notamment des insectes, etc., dont on ne sait pas grand chose encore aujourd'hui. Voilà, c'est traverser des milieux humides aussi. Et puis, dernière intervention forte, c'est la tonnelle du jardin filtrant qui fait le tour de la ceinture hydraulique du parc et qui est pile poil dans l'axe historique dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est orientée ici au fond sur le belvédère à l'entrée majeure du parc, et derrière nous, elle est orientée sur les grands platanes de l'allée historique du parc d'Ozone. Ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est que il nous permet de traverser la ceinture des jardins filtrants, la ceinture des bassins d'orage, en fait, qui récupèrent toutes les eaux pluviales des quartiers environnants. C'est sur 25 mètres que ça traverse cette épaisseur, et en même temps, c'est une évocation des tonnelles des maraîchers ou d'autrefois, et c'est surtout une sorte de mise en scène, un peu comme une espèce de lombric de métal, un lombric de métal qui va accompagner cette traversée et surtout orienter le regard, donner à voir aussi le site de façon particulière. Voilà, c'est aussi une orientation du regard et de la façon dont on peut percevoir la nature de part et d'autre. Et c'est en même temps intéressant parce que c'est un espace qui propose aussi par ses assises une vraie fonction de salle de nature, en fait, de salle de verdure. C'est là que les écoles viennent, s'installent un peu à l'ombre pour papoter. En plus, on a des rosiers, le rosier Banksia, qui est un rosier formidable, qui vient envahir la tonnelle au fur et à mesure et qui crée un vrai sas de verdure. Et du coup, chacune de ces entrées, de ces 3 fabriques un peu exceptionnelles, a un rôle important dans la façon de comprendre le site, de rentrer dans le site, mais aussi par rapport aux usages du site. Voilà les vues latérales de la ceinture hydraulique qui est proposée, avec une petite mare sur les côtés ici, mais aussi toute une végétation de milieux plus ou moins humides, parce que finalement des eaux pluviales on en a de moins en moins. Il faut dire qu'avec les sécheresses de plus en plus importantes, on a de moins en moins d'eau pluviale, ça c'est une réalité, et donc on a de plus en plus d'espaces qui se dessèchent et de végétation qui subit des étés très 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 secs. Enfin, on a renforcé toute la ceinture végétale du parc au contact des urbanisations par une ceinture arborée qui est bien sûr inspirée des plantes pionnières, de ces arbres qui viennent conquérir ces premiers sols stériles, qui sont adaptés à des sols très pauvres, très secs, résistants aussi à la sécheresse.
Et on a doublé, on a fait des expérimentations de plantation aussi dans ces bosquets, hein, qui sont des jeunes plants de 2 ans qui ont été plantés de façon assez dense. C'est des plantations forestières, hein, on est vraiment dans la façon de planter les forêts. On a aussi invité d'autres plantes à venir, comme beaucoup de légumineuses qui ont des capacités, grâce à leur nodosité, de capter l'azote de l'air pour le mettre dans le sol. Donc c'est des engrais verts. Et puis on a aussi invité des plantes qui viennent de la Méditerranée, comme les sorbiers, les pins, les ostrias, et vous voyez les sophoras qui sont plutôt des légumineuses, des chênes aussi. Voilà, beaucoup de plantes, soit de la Méditerranée, soit des légumineuses qui viennent peu à peu végétaliser ces ceintures arborées. Enfin, la clairière des enfants, c'est un espace qui a été complètement planté lui aussi, tout en périphérie de ces ceintures arborées. Et cette clairière est aménagée sur 30 cm de terre aussi. Alors, je vous parlerai très rapidement de l'évolution de cette clairière aux enfants qui, suite à des attaques de certains riverains, un riverain qui a attaqué au tribunal, et le tribunal depuis 2 ans s'est prononcé dernièrement pour l'évacuation de la plupart des jeux, puisque ils ont reconnu une pollution sonore. Et donc il y a 2/3 des jeux qui sont il y a quelques jeux qui ont été évacués, 1/3 des jeux qui va être redistribué dans le parc. Et puis, depuis, Numa, tu peux le dire, ben c'est toi, non, qui me l'a dit. Il y a 700, non, c'est Dominique Pilon qui m'a dit, il y a une pétition de 700 personnes qui hurlent maintenant en disant, mais qu'est-ce que c'est que l'intérêt général, que devient l'intérêt général finalement face à l'intérêt d'un privé? Ce privé, il aurait pu avoir une route devant lui, il aurait pu avoir les niches à chiens des futurs riverains, il a un parc devant. Bon, voilà. Mais ça suffit pas. Il faut aussi qu'on ne rentre plus par là et qu'il n'y ait plus d'enfants. Bon, voilà. C'est intéressant aussi. Moi, je dis juste que notre travail, c'est aussi de défendre cet intérêt général et de questionner. Enfin, il faut se re-questionner sur toutes ces questions-là. C'est important. Voilà. Voilà, pour finir, la gestion écologique de ce parc, elle est importante parce que c'est à la fois une gestion différenciée, forestière, écologique et jardinée selon les secteurs. C'est une gestion de l'eau. Alors ça, c'est un défi à relever parce que c'est pas simple pour nous. On avait prévu un forage au départ pour recycler l'eau, tout simplement, et ça ne marche pas pour diverses raisons. Le forage n'a pas été assez profond parce qu'on n'a pas réussi à avoir les autorisations pour descendre suffisamment profondément, alors que tous les maraîchers autour descendent à 30 mètres de profondeur. Nous, on n'a pas pu descendre au-delà de 20 mètres parce que les lois, les normes, ceci dit, je comprends qu'il y ait des normes et des lois, évidemment, pour protéger les nappes phréatiques. Mais dans le cas d'un intérêt général comme celui-ci, on peut quand même se poser aussi la question de est-ce qu'on peut en discuter au moins? Non, c'est quelque chose qu'on a subi. Donc aujourd'hui, c'est un parc qui est quand même arrosé avec de l'eau de ville. Et puis, c'est la labellisation éco-jardin en cours, un refuge LPO, et puis la gestion de Numa, le jardinier. Je voulais juste finir par ce propos, c'est que les recherches en écologie nous ont appris que les écosystèmes n'ont jamais cessé de se transformer, rien n'est figé. Et dans toutes ces études environnementales auxquelles on se confronte, on a toujours une vision d'un état des lieux, mais on a l'impression que tout est figé. Et non, justement, il faut faire avec ces dynamiques vivantes, et c'est ça qui est le plus passionnant dans tout ça. Et la biodiversité, c'est avant tout un produit aussi de ce changement, de ces changements, de cette diversité de lieux. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur l'hétérogénéité des milieux, sur la diversité, les dynamiques de ces écosystèmes vivants, sans les trier, mais en les observant tous comme bienvenus et comme source de science, source de savoir. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on reconsidère aussi notre travail de paysagiste et d'aménageur dans la ville autour d'une vision consacrée au temps, c'est-à-dire que ces aménagements-là prennent du temps. Ils ont pris 6 à 8 ans pour nous, mais ça fait maintenant 4 ans que Numa travaille, et on parlera aussi de cette gestion du temps avec Laurent Toulouse que j'ai invité pour ces raisons-là, parce que lui travaille depuis 16 ans sur le parc de Majolan. Et donc c'est cette conscience du temps qu'il faut aussi intégrer dans la question des projets.
Bonsoir, merci Graziella pour cette présentation pleine de compliments. Il faut savoir, donc moi c'est Numa, je suis donc chef jardinier du parc Ozone depuis l'ouverture, grâce à Graziella qui m'a fait confiance. Il faut savoir que quand j'ai pris la gestion du parc, les pionnières pour moi c'était pas ça. Moi et mon équipe, quand on est arrivé, on avait le même formatage que tout le monde, invasif, envahissant, tout ça. Là, il a fallu qu'on revoie un peu tout ça, que je revoie tout ça et que je forme mes coéquipiers. Donc c'est un travail commun, bien sûr. Là, on est sur un sol, comme on a dit, pollué, anthropisé, sur du remblai, donc très dur, avec les aléas climatiques qu'on a aujourd'hui. C'était pas facile. On a appris beaucoup. Alors, comment on a géré ça? D'abord, Graziella, dès les premières réunions, nous a informé que il allait falloir faire avec les pionnières. Qu'est-ce que c'est les pionnières sur le terrain? Donc, on a commencé, on a de l'acacia, on a du peuplier, du chêne. Ça, c'est pour la strate arborée. Ensuite, on avait des ronces, du rosier canina. Pour moi, c'était de la friche. Donc, il a fallu qu'on se mette à jour. Et là, on a appris que effectivement, chacun de ces végétaux a un rôle pour abriter déjà la faune, une partie importante. Je sais pas si. Voilà. En observation, il y a. Là, j'ai pris en exemple le faucon parce que c'est quand même un bel exemple de l'installation de la biodiversité. C'est toute une chaîne alimentaire qui s'installe. Donc, ça sert de perchoir pour les oiseaux, mais ce qui veut dire aussi que ça abrite les prédateurs et les prédatés. Donc, rongeurs, insectes, voilà. C'est un rôle nourricier, tous ces arbres. La mésange, elle, ça restera les bourgeons, les insectes. Après, il y a des écureuils dans le parc. On a vu tout un tas de choses qui sont arrivées, qui étaient peut-être là avant, mais avec les travaux, tout ça, ça a dû bouger quand même. Pas mal. Voilà. Donc ça, pour la strate arborée. Pour les ronces et les rosiers, ça fait énormément de travail aussi pour la biodiversité. Ça colonise au début, mais il faut pas oublier que ça protège les semences naturelles, qui sont cachées dans les ronces et qui ne seront pas retirées. Les animaux vont se cacher dedans aussi. Les oiseaux nichent, certaines espèces d'oiseaux à hauteur de ronces, donc comme le troglodyte par exemple, qu'on observe régulièrement, la fauvette. Voilà. Pour la strate, alors voilà, la strate arborée, on l'a gérée au début, la peuplerée, donc comme vous avez vu sur le plan tout à l'heure. En face à la chaînée, on a ces peupliers. Et on était parti sur une gestion forestière. Donc on s'était dit, on va éliminer les vieux sujets, et puis garder les jeunes et faire une rotation sur plusieurs années. Donc année après année, on est censé en enlever 1, 2, 3 de temps en temps. Seulement, on a pris du retard, le climat étant ce qu'il est, on a regardé ce qui se passait, et on s'est dit, ah mince, en fait les vieux sujets, c'est ceux qui font leur job, ils ont travaillé le sol, ils retiennent l'eau, ou alors ils imperméabilisent ou ils perméabilisent, ça dépend des zones, selon le type de sol sur lequel ils poussent. Par contre, les jeunes, ils n'ont pas fait ce travail-là, et ils souffrent. Ils souffrent, et finalement, l'éclaircissement, il se faisait tout seul par la perte de cime qu'on voit sur ces photos, là. Ici, là. On voit bien que, naturellement, ils sont en train de descendre de cime, et on n'a plus que du travail sanitaire à faire dessus, en fait. On enlève les sujets qui sont morts, qui sont dangereux. En éclaircissant, on voit qu'en bas, par contre, ici, c'est du chêne qui repousse, des arbousiers, on a du genêt, on a tout un tas de choses qui se sont installées ici. Alors après, hop là, pour les prairies et tout ce qui est plus bas, en pionnière, ça a fait un super job aussi, parce que dans les grandes prairies, au début, on s'est dit, on devait tout tondre. Sur le plan, on voit bien, la grande colline était tondue entièrement. Et puis, comme on était dans l'apprentissage des pionnières, on s'est dit, tiens, en plein milieu de la pelouse, une fleur. Bon, alors on se renseigne. C'est joli, on va la laisser. Je me suis pris des tirs, pour parler honnêtement. Non, tu laisses pas une fleur au milieu de la pelouse, ça fait moche, il y en a qu'une. Tu laisses un massif, tu fais ce que tu veux, mais tu la coupes. Bon, on a été un peu rebelles, on était 3 en même temps, donc je pouvais me permettre.
Donc c'était une molène noire, super jolie, qui est montée en graines, et puis l'année suivante, il y en avait plusieurs. Et puis il y a l'avès aussi qui s'est pointée. Donc une tache, 2 taches, on a serpenté au milieu, et puis ça fleurit, et puis on a des insectes qui arrivent, comme l'azuré. Excuse-moi, Numa, c'est moi. Et il y a eu aussi le Covid. Alors il y a eu le Covid, et mais moi je suis arrivé après. Et c'est vrai que la prairie du fait. Covid... Non, t'étais là, je suis arrivé 2020. 2020. Je suis arrivé en 2020. Et pendant le Covid, il y a eu aussi beaucoup de plantes qui ont poussé dans la prairie. Bon, je te laisse parler. Oui, alors il y a eu ça aussi, c'est que moi quand j'ai réellement pris la gestion du parc, j'ai eu quelques mois de retard à cause du Covid. Et donc effectivement dans la prairie, il y avait déjà des choses qui s'étaient installées. Mais bon, après les collègues en place à ce moment-là, eux, ils ont appliqué le plan de gestion de base, donc ils rasaient tout, enfin ils faisaient ce qu'ils pensaient être bien, comme moi en arrivant d'ailleurs. Et donc dans les prairies fleuries qui étaient semées autour se sont un peu invitées dans la pelouse aussi. Comme on avait laissé les vesses, on a élargi, puisqu'il y a il y en a eu 2, 3, etc. En voyant tout ce que ça rapportait, donc les papillons, les araignées, les sauterelles, etc., la vie à ras du sol, on a commencé à jouer avec des dessins. Donc, vous voyez ici, donc on est sur la grande prairie, point de vue du belvédère. Hop là, c'est pareil. Ici donc au début des pâquerettes, une prairie très basse, de la Véronique de Perse, de la mauve tout simplement. Ici aussi, on a commencé à jouer ici. C'est ici que sont arrivées les vesses en fait, donc c'est par là-bas qu'on a commencé et on a vu que ça faisait des taches colorées au printemps. C'est sympa quand même. Là-dedans on s'est dit on va inviter les gens à circuler. Donc on a respecté un peu le cheminement qui se faisait déjà puisqu'il y a un passage juste ici, pour rejoindre le tunnel, le fameux tunnel vers le château. Donc on a gardé ces cheminements-là, on en a rajouté un peu à droite, à gauche, et c'est devenu une prairie, plus qu'une pelouse. Avec ça, en réunion, on s'est dit, si on laisse pousser, on va diminuer l'arrosage. Ça sert à rien d'arroser si la nature se débrouille toute seule. Donc, voilà ce que ça donne un peu plus tard. Donc là, c'est sûr, la photo est prise en été, donc c'est moins fleuri. Mais il faut s'imaginer qu'au printemps, évidemment, il y avait la chicorée qui s'était échappée des baliveaux qui s'étaient invités et plein d'autres choses. Voilà, donc ça c'est les cheminements qu'on a inventés plus ou moins pour faciliter l'acceptation aussi des gens, puisque quand on laisse pousser l'herbe, si les gens promènent leurs chiens et que d'un coup c'est des herbes hautes, oui mais il y a des tiques, il y a des serpents, il y a des rats. Bon. Pour accepter ça, on leur a fait des petites déambulations pour qu'ils acceptent et ça donne un côté poétique sympa. Voilà, donc là on voit plutôt un peu plus fleuri. Alors les couleurs sont pas terribles, mais on voit qu'il y a de la Véronique en bleu, ça donne du bleu, du jaune. Ça c'est début printemps. Voilà, donc toujours ici il faut bien s'imaginer que c'était tondu à ras. Donc on est parti de quelques plantes et on a pris la décision, la liberté, et merci Graziella de nous avoir accompagnés là-dessus aux réunions. Parce que la commune n'était pas forcément d'accord, d'avoir appuyé nos décisions, et ils ont fini par accepter, comme tout le monde. Voilà, donc là on a l'exemple de la chicorée qui est sortie des semis dans les baliveaux, et qui s'est installée, qu'on a laissé, et c'était plutôt pas mal, c'est assez réussi, des cascades de fleurs bleues en été, faut venir voir, c'est sympa. Voilà, donc ici on a bien la molène, ici là, hop. Et en cherchant l'été dernier, au milieu des pâquerettes, de la Véronique, tout ça, du lamier, on s'est dit, tiens, le lamier, là, il n'est pas comme les autres. C'est un lamier en plexicole qu'on ne voit pas beaucoup. En fait, on en avait très peu sur le parc et il était là. Donc on était content de cette découverte. C'est pas grand-chose, mais ça fait toujours une plante de plus, de la biodiversité en plus, et on s'imaginait que le reste suit, en fait. Donc ça nous a fait plaisir de le marquer. Voilà, et on voit que le travail s'est installé dans la prairie, dans une zone qui n'était pas prévue pour, mais en laissant la bardane, par exemple, qui est une grande pionnière aussi de la prairie basse, nous a fait le plaisir d'inviter pas mal d'insectes, de pollinisateurs aussi. Hop là. Et voilà. Peut-être pour finir, un petit mot sur la prairie naturelle qu'on va essayer de mettre en place maintenant, suite à ça. C'est-à-dire que
l'hectare de prairie qui est mis au contact de la pelouse tondue, cet hectare de prairie, on va maintenant le travailler en prairie naturelle, puisqu'on a un sol de 30 cm de terre, c'est un sol qui va supporter ça, et on va faucher, comme il le fait une fois par an, mais on va exporter aussi la matière organique pour favoriser la prairie naturelle. Et donc là, on va aller vers une gestion de prairie naturelle et encore une évolution encore plus riche de cette biodiversité prairiale, sachant que les prairies naturelles sont un enjeu écologique aujourd'hui très 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 important, puisque ces 20 dernières années, en Europe, elles ont énormément disparu, quoi. Elles ont été limitées. Et donc il faut créer des prairies naturelles, et on va essayer de faire ça ici aussi. Oui, alors voilà, j'ai oublié de préciser que c'est vrai, ces zones maintenant en fauchage, au tout début on fauchait, mais en laissant tout sur place, parce que le sol étant ce qu'il est, il y a besoin de matière organique, et dans un premier temps c'est vrai que c'était nécessaire de tout laisser sur place. Ça a commencé à faire son travail. Maintenant, avec le temps, c'est beaucoup de graminées, et donc on va penser à extraire la matière végétale en la laissant dans le parc, puisque nous sommes en zéro déchet, mais en dégageant tout ce qu'on va couper et en le répartissant ailleurs en paillage, ou voilà, tout ça pour rester sur le parc. Donc pour conclure, voilà, le travail des pionnières, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas soupçonné au début, mais qui est inestimable. De par le travail racinaire et aérien, la vie tout simplement toute seule qui arrive, qui s'installe, et qui nous a grandement aidé, grandement appris, et qui va continuer à modifier le parc petit à petit. Et ça va être à nous de faire en fonction, d'observer ce qui se passe comme on l'a fait. Après, c'est un parc assez jeune, et donc on apprend encore. Voilà. Mais dans les futures créations, c'est des espaces à ne pas négliger, et il faut laisser des places à la nature pour savoir comprendre ce qui se passe sur place. Voilà. Mais on a dit qu'on finissait, parce que sinon, et après on prend les questions. Merci. Alors Laurent, c'est le jardinier de Majolan. À toi. Alors on va commencer par un plan pour représenter succinctement le parc, 19 hectares, 4 hectares de plan d'eau, et ses différents univers, l'aulnée marécageuse, donc au niveau des boutons, oui, voilà. Donc l'aulnée marécageuse, l'île aux oiseaux, l'île aux persistants. On va parler du canyon qui est juste à côté des grottes. Ensuite, là, à cette entrée, nous avons la maison des jardiniers, le restaurant, et avec un massif triangulaire qu'on abordera aussi. Et ensuite, on parlera aussi du réaménagement au niveau des berges. Parce que grâce à nos amis les Ragondins, nous avons beaucoup de dégâts. Il a fallu réaménager les berges, et on avait un petit peu mal commencé la méthode on s'obstinait absolument à replanter. Et on a compris qu'il y avait d'autres méthodes, ça on va en parler. Alors on va commencer par le canyon. Ce parc était aménagé pour Gustave Pigano, un riche banquier, donc c'était un parc privé à l'origine, et au milieu des années 80 il est devenu un parc public. Alors vous imaginez là les allées, quand vous avez tout un groupe de famille pour les photos de mariage, un samedi où il y a 80-100 personnes, je vous assure que toute la végétation est un petit peu malmenée. Donc tout ça nous a amené à surveiller tout ça et à apporter des aménagements, des plantations. Donc je vais y arriver. Tout ça, par exemple, ici, là, voilà, le public monté sur les massifs pour prendre en photo le canyon, les cascades. Donc vous voyez évidemment tous les bambous, les Sasapumila étaient piétinés, et ainsi de ce côté. C'est mieux celui-là. Bon. Voilà le canyon avec son plan d'eau, ses réseaux hydrauliques et tous ces massifs de plantations de bambous nains. Donc, voilà, il en manque un petit peu. Pour vous expliquer que tout ça c'était piétiné. Donc on a rajouté des végétaux comme les maonias, faire une ceinture pour protéger, pour guider le public lors de ces promenades. Ici, on s'est aperçu avec Gradella de quelque chose de très intéressant, c'est que cette zone était couverte de Sasapumila, comme là,
et tout a disparu. Et lors d'une visite avec Graziella, je lui ai expliqué, j'ai dit tout ça, on va le replanter, le réaménager. Et elle m'a expliqué, mais non, surtout pas. C'est un cadeau de la nature, c'est un cadeau du public, du pétillement, parce qu'on a du coup une superbe mousse qui s'est installée et qui fait référence au jardin japonais. Parce que le parc de Majoulan s'est inspiré du japonisme avec Lucie Le Breton. Donc on a décidé de garder cette mousse, on a replanté ces abords, et depuis que ce massif-là, cette zone est rendu joli par la mousse, il est même respecté par le public, très peu piétiné. Donc ça c'est un beau cadeau de la nature, et le public est assez sensible à ce genre de cadeaux. Donc on aperçoit aussi les fougères, toutes les mousses, en plus de nos plantations périphériques. Ici, on a toute une rangée de pseudo-sassa. Donc là aussi, c'était piétiné de plus en plus pour aller voir ce qui se passait au niveau des cascades. Donc vous voyez, on a vraiment protégé, on guide le public pour les inviter à rester au niveau des allées. On a été obligé de mettre toute une ceinture d'arbustes piquants parce que voilà, là, ça faisait une impasse et ils avaient tendance à remonter, à piétiner. Donc on avait commencé par des carex, c'était pas suffisant, donc on est passé à presque une haie défensive. Il fallait que ça pique un petit peu, mais ça fonctionne très bien. Les Maounia X-Media. Donc là, avec les Sassa, pseudo-Sassa, ça fonctionne assez bien. Surtout le végétal sur le canyon met vraiment en valeur toute la rocaille. Ce parc date de 1880. Donc un système de rocaille, et là toute la végétation est au service du japonisme, le symbole utilisé pour l'aménagement du parc. Encore un symbole du Japon, les cerisiers japonais, les shirotae. Sur cette zone, on réalise chaque année un champ de cosmos. Voilà, donc on fait une plantation, un semis annuel. Là, c'était juste pour vous interroger sur la problématique de l'eau. On a été obligé d'installer un arrosage automatique pour les cosmos. Et puis on s'aperçoit, voilà, comme au parc Ozone, que quelques vagabondes s'invitent grâce aux oiseaux, au vent, avec ces superbes chicorées. La question, c'est: est-ce que ça vaudrait le coup de continuer à semer ces cosmos et ne pas laisser s'installer une belle diversité, notamment les chicorées? Voilà, ça c'est la question, parce que même si on a 4 hectares de plans d'eau, on a de plus en plus de soucis avec l'eau, où le niveau baisse sévèrement l'été. L'eau arrivant par les Jalles est priorité aux maraîchers. Donc par exemple, l'année dernière, le lac a été quasiment asséché. Donc on a 3 pompes pour arroser les entrées, les canyons. Donc voilà, je pense que ça peut être une alternative pour utiliser moins possible l'eau, et en plus les vagabondes qui s'installent généreusement. Excusez-moi. Voilà. Ah oui, on va parler des sophoras, parce que ça date d'hier, notre petite réunion. Sur cette zone, on a vu, vous voyez, les cerisiers japonais sont très exposés au soleil. Et avec nos étés caniculaires de plus en plus forts, on a vraiment un souci sur ces cerisiers japonais. Donc l'été, beaucoup de stress hydrique malgré l'arrosage pour les cosmos. Donc la solution, ça serait de leur faire une strate supérieure avec des sophoras japonica. Donc on a sélectionné 5 cerisiers qu'on allait supprimer pour remplacer par les sophoras pour générer de l'ombre rapidement. Alors c'est vrai qu'on va planter des gros sujets pour que ça s'installe rapidement. Mais là, depuis quelques étés, on a vraiment des soucis sur la période estivale. Ces cerisiers sont magnifiques chaque année, mais souffrent énormément l'été. Voilà. Donc toujours pareil, on doit surveiller, faire évoluer un parc, un jardin, et être réactif.
Il y a quelques années, au début du réaménagement, c'est vrai qu'on ne rencontrait pas ces étés difficiles pour les cerisiers. Ça se passait plutôt bien, ils étaient magnifiques. Mais en 16 ans, c'est assez court dans la durée d'un parc. Mais voilà, on a des changements radicaux et il faut être réactif. Ici, je vous montre vraiment la dernière étape du réaménagement d'une berge. Donc les ragondins, par leur terrier, nous créent beaucoup d'érosion, de soucis au niveau des berges. Donc on a mis en place un système de recyclage au niveau des troncs et de réaménagement de berges. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, on avait tendance à vouloir replanter comme les jardiniers. Hein. On avait imposé un petit peu notre végétation. On avait planté des pétasites du temps de Graziella, réaménager quelques berges. Et puis, qui dit replantation, dit forcément arroser un petit peu, et on avait beaucoup d'échecs. Ce qu'on a décidé de faire une année, on a fait vraiment un apport de terre végétale, et on a décidé de laisser faire la nature. Le résultat est plutôt concluant, la nature est meilleure que nous. Donc là, au niveau diversité, s'installe d'abord la menthe sauvage, les carottes sauvages qu'on voit un petit peu plus au loin. Et là, si on mettait une dernière photo, on a vraiment une grande diversité avec même des sureaux maintenant. Donc on a vraiment une belle diversité. En parlant de carottes sauvages, on a aussi la partie l'aulnay marécageuse, où c'est pas mal pour un jardinier de ne rien faire. Et puis voilà le cadeau, voilà le résultat de ce que c'est faire la nature. On va, avant de tondre ou de faucher sur les premiers centimètres de nez, on va vraiment attendre le maximum que la floraison passe. Et là, on fait pas grand-chose. C'est plutôt agréable et c'est un spectacle absolument magnifique au printemps. Ça, c'est la prairie centrale. Juste pour vous montrer que lorsqu'on commence à tondre, on attend un maximum la floraison des pâquerettes, on laisse s'installer la diversité. On voit quand même de plus en plus que le public accepte cette tonte tardive. Au début, c'était vraiment difficile. On ne comprenait pas, c'était normal de tondre et une pelouse est faite pour être tondue. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que la diversité est assez intéressante. Encore les carottes sauvages, on parle de pâquerettes, mais les labiums et tout le reste est plutôt accepté maintenant. À tel point que même sur des zones très fréquentées, on a des belles surprises comme ça. Et là, ce que je voulais montrer, ça a été mon plus beau cadeau du Covid. C'est la nature, le parc rendu à lui-même, où on avait fait 0 tonte. On nous avait envoyé pendant une semaine pour tondre, histoire d'entretenir pendant le Covid, et puis voilà le cadeau qui nous attendait. Et je vous avoue que ça a été très dur avec mon collègue de commencer la tonte. On avait plutôt envie de laisser comme ça. Les canards étaient heureux, toute la faune sauvage se promenait, les chevreuils, enfin, que des beaux cadeaux. Donc malheureusement, par rapport au public, on ne peut pas réaliser ce genre de choses, mais sur d'autres zones, les prairies, on les laisse. Mais la prairie centrale, comme ça, était absolument magnifique. Tu parles du cadeau, c'est quoi? Alors au niveau des orchidées, malheureusement, c'est cueilli sur cette zone par rapport au public, mais nous, on fait une tonte sélective aussi. Donc, on essaie de les mettre en avant. Lorsqu'il y a toute une zone de lamium, on les met aussi en avant pour les montrer au public. Et du coup, c'est respecté. Malheureusement, les orchidées sont cueillies pour faire des bouquets, mais ça, c'est dommage. Mais voilà, ça nous permet de montrer toute cette diversité sur les tontes sélectives. Et c'est de plus en plus accepté, parce qu'on a quand même un rôle pédagogique au niveau d'un parc. Donc il est important de servir d'exemple. Ça va résumer un petit peu tout le parc, toute la dynamique du parc. C'est un massif qui est juste devant le restaurant, à côté du pont du donjon, qui est une des entrées principales. Et au niveau de la gestion différenciée, c'est le niveau 1, donc l'entretien le plus régulier, le plus soutenu. Comme tout jardinier un petit peu rebelle, a envie de faire passer des messages, ce massif, on a créé une structure au niveau des arbustes, des vivaces,
Le but, c'est d'apporter une floraison tout au long de l'année, parce que juste là, vous avez la terrasse du restaurant. Donc, on les invite à regarder toute cette diversité. Et puis, pourquoi désherber? Alors ça, déjà, moi, je ne suis pas pour le désherbage manuel dans un massif. On sélectionne à la débroussailleuse, on crée des passages, on invite même, du coup, le public à pénétrer le temps d'un 3-4 semaines, parce qu'après, on va débroussailler, on va sélectionner. Mais là, je vous assure qu'en plus de notre structure d'aménagement, on a toute une diversité au niveau bisannuel, annuel, absolument magnifique. Et le public a vraiment plaisir à se promener dans ces petites allées. Et puis arrivé vers le mois de mai, voilà, on va débroussailler, on va remettre un petit peu en état notre massif. Mais on a déjà eu des échos, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Voilà. On va parler un petit peu de Gilou. Allez, on va parler un petit peu de Gilou. Je voulais pas les citer ce soir, mais enfin, c'est obligé. Évidemment, on s'inspire du jardin en mouvement. Merci Monsieur Gilles Clément. Beaucoup de choses qu'on réalise sur le parc, on s'inspire du mentor, Gilles Clément. Là, c'est ce qu'il réalise en fin de compte chez lui, c'est-à-dire laisser pousser toute la végétation et créer des allées, des tontes en fonction de ce qui nous plaît pour inciter la promenade à travers la végétation. Et accueillir aussi les plantes sauvages. Et oui, favoriser les plantes sauvages en plus de toute la structure. Là, on a un exemple aussi au niveau de l'Aulnay, marécageuse. Donc, au niveau de l'hiver, toute la zone est vraiment remplie d'eau. Donc, on a vraiment toute une diversité d'herbacées très intéressante. Donc là, vous voyez, sur la saison, très, très intéressante. Et puis là, vous voyez, quand la nature reprend ses droits, là, c'est une zone qui est fermée, parce que la structure est un petit peu abîmée. D'habitude, grâce au piétinement du public, voilà, mais c'est entretenu. Mais là, la nature reprend ses droits et on a une autre vision du site. Moi, j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est tout le travail tout en finesse aussi du jardinier de Majoulan, où là, on hérite d'un parc historique très précieux, très très pensé, très dessiné, et on voit combien aussi la gestion écologique participe aussi de cette dualité qui existe dans le parc de Majoulan, qui est la confrontation d'une culture, d'une vision culturelle du monde et de sa relation à la nature. Et comment aussi le jardinier d'aujourd'hui peut inviter, par la gestion écologique et par la connaissance des milieux, des plantes, toute une biodiversité en lien aussi avec le patrimoine précieux du parc de Majoulan. Et c'est quand il vous parle des canyons, il le dit pas, mais derrière il y a un énorme travail. Il va arracher tout un tas de plantes pour que les mousses et les fougères poussent seules. Mais elles poussent seules, mais parce qu'il y a le jardinier qui désherbe. Et voilà, et c'est toute cette finesse aussi de savoir, de compétence qui est derrière tout ce travail, derrière toute cette beauté aussi du site. 16 ans de travail, merci Laurent aussi d'avoir pris le relais. Voilà. Merci à toi surtout. Bon, merci beaucoup à tous les trois, c'était très très intéressant. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, je vous passe le micro. Il y a aussi des questions sur Zoom qu'on prendra. Et puis moi j'en ai plein des questions, mais c'est pas le plus important. Dans un premier temps, s'il y a quelqu'un qui veut qui veut poser une première question, il faut toujours se lancer, mais on va les prendre aussi, mais dans un premier temps, peut-être, on va laisser le public. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je reviens juste au parc Ozone parce que je connais un peu plus l'autre. Sur Ozone, est-ce qu'il y a un nouvel état des lieux de la biodiversité qui a été fait depuis l'ouverture
Parce qu'on parlait vous parliez de l'état des lieux avant les travaux. Est-ce que maintenant on en est à un nouvel état des lieux qui est réalisé? Alors, il y a un état des lieux, il y a une étude environnementale qui fait l'inventaire des espèces faunistiques et floristiques d'intérêt remarquable, ce qui n'est pas pour moi un état des lieux, hein. C'est un listing de ce qu'il faut préserver ou ne pas, voilà, qu'il faut savoir. Aujourd'hui, il y a tout le travail justement du jardinier qui est extrêmement important parce que il fait une collecte et il a un savoir aussi sur ces évolutions et sur ces milieux-là. Et puis il y a la LPO aujourd'hui qui va prendre le relais notamment sur l'observation notamment des oiseaux sur le site, voilà. Et c'est vrai que nous, en tant que paysagistes, on a incité la commune aussi dans le temps à procéder à des relevés complets de l'observation de ces dynamiques du vivant selon les différents milieux et secteurs. Il y a un étudiant aussi de l'ENSAP qui a fait ce travail pendant le chantier, qui travaille avec moi, un stagiaire, et il a fait aussi ce travail de relevé des milieux. Voilà, il y a quand même une succession de connaissances, mais c'est vrai que pour en tirer expérience, il faut faire des relevés tous les 4-5 ans et en tirer effectivement des données d'évolution des différents secteurs et des différentes dynamiques vivantes observées. C'est surtout par rapport au cahier des charges des plans de gestion en fait. Et je me disais que forcément celui du départ il ne pouvait plus être celui d'aujourd'hui. Oui, c'est un peu ce qu'on vous a raconté, c'est comment Numa dans le temps fait évoluer le parc en collectant ces données et par l'observation de ces dynamiques de vivant. Tiens, je te laisse parler. Non, si, en fait, il y a quand même eu un inventaire fait par les étudiants de Talence du BEE qui sont venus plusieurs fois sur plusieurs cycles, nuit et jour, pour faire des relevés. Donc on a un rapport quand même des étudiants qui n'est plus ou moins pris en compte, d'accord. C'est des données qui sont là, mais après par rapport au plan de gestion, tout ça, ça n'a pas eu d'impact. Le seul impact qu'il y a, c'est notre prise en compte à nous en fait, pas réel. Donc, mais nous, on est bien content de l'avoir ce rapport. Et puis effectivement, il y a tout un process qui serait bien de mettre en place en fait, et qui serait extrêmement important pour la connaissance de ces milieux naturels en ville, quoi. Et c'est ce vers quoi on a essayé en tout cas de sensibiliser la mairie. Pour l'instant, il n'y a pas un suivi régulier dans le temps qui serait nécessaire. Mais effectivement, c'est un site qui intéresse beaucoup de monde. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez d'autres inspirations que Gilles Clément pour la réalisation du parc? Ça, c'est dur. La réalisation du parc Majolan? La gestion. Qui c'est qui pose la question, pardon? Ah, oui. C'est moi pour la gestion. Surtout aussi. Je vais laisser parler Laurent alors. Hein. C'est une autre question peut-être après. C'est pour Laurent, c'est ça? C'est parce qu'il a parlé de Gilles Clément, c'est ça? Oui, à un moment, je me dis, est-ce qu'il y aurait d'autres inspirations? Par exemple, ça peut me faire un peu penser à la gestion permaculturelle. Donc je ne sais pas s'il y a eu d'autres inspirations venant d'autre part pour les prises de décision sur le parc. Oui, bon, je vais pas me lancer dans la permaculture parce que à la fois je connais bien et pas bien. Donc, je pense que la permaculture renvoie à une connaissance des mondes vivants, à l'observation dans le temps et en fait à des pratiques culturelles et culturales qui sont anciennes en fait. Et c'est ce savoir-là qui nous intéresse. Hein. C'est aussi dans cette dynamique-là que travaille le jardinier Laurent. Après, il a parlé de Gilles Clément parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué, évidemment justement en nous interpellant sur l'importance des dynamiques du vivant dans l'aménagement en général. Et il a travaillé sur le parc Citroën de cette manière-là, et c'était une vraie invention que de montrer qu'un parc urbain pouvait être aussi travaillé autour de prairies tondues et non tondues, enfin de pelouses tondues et non tondues. Et je résume un peu rapidement le propos. Et je laisse parler Laurent par rapport à Gilles Clément, mais c'est vrai qu'on est nourris tous les deux de ce travail, de cette observation du vivant, de cette démarche scientifique aussi en lien avec le végétal. Hein, donc la permaculture, elle est pas très loin, elle est juste derrière. C'est ces savoirs paysans aussi d'autrefois qui sont importants. Et
Toi, tu as été chez Gilles Clément il n'y a pas très longtemps, justement, pour le rencontrer. Oui, j'ai même amené Nouma, je l'ai forcé à venir, mais il ne regrette pas. Oui, Gilles Clément, et avec tous ses concepts, lorsque j'ai rencontré Graziella en 2007 à Majolan, elle venait de finir le réaménagement. J'avais appris les concepts de Gilles Clément à l'école, et quand on a parlé de la gestion différenciée, je voyais Gilles Clément partout dans tous ces concepts. Évidemment, le jardin en mouvement, et ce qui nous a permis d'appliquer beaucoup d'améliorations, de réalisations. Et puis, comme j'ai dit à Gilles Clément, il m'aidait presque au quotidien. J'ai l'impression qu'il était avec moi tous les jours, parce que tous ces concepts, le jardin politique, le jardin en mouvement, le tiers paysage, tout est à Majolan. Tous ces concepts sont là. Comme je vous expliquais au début, il y a plusieurs univers dans le parc, donc 4 niveaux de gestion différenciée, du soutenu à quasiment pas d'intervention, comme les marécageuses. Et donc on ne va pas forcément se baser que sur Gilles Clément, mais on pense souvent à ses réalisations. Et lorsqu'on a visité son jardin, on a eu la chance de visiter son jardin au mois de mai. Je voyais son jardin, je connaissais par cœur à travers ses livres, sa maison, tous ses livres. On regardait son jardin et on dit mais oui, on a raison, il a raison. Parce que en tant que jardinier, quand vous arrivez à travailler dans un parc, on est formaté à l'entretien de rues, d'avenues, de ronds-points. Et la faune, bon, ça on le met de côté. Et lorsqu'on arrive dans un parc, on a une nouvelle mission, on apprend à travailler pour la nature, la faune et la flore. Et ça, c'est capital. Et Graziella et Gilou m'ont apporté un autre regard, mais vraiment différent. J'étais formaté sur un autre... Quand je suis arrivé dans les services espaces verts, c'était la combinaison, le glyphosate, et quand je suis arrivé dans le parc, j'ai dit tout ça, c'est terminé. Donc, et jardinier heureux. Voilà. Donc, oui, Gilles Clément, on est obligé de passer par ce grand monsieur, parce qu'il nous a ouvert les yeux et travaillé différemment. Travaille avec la nature, et ce que j'adore comme terme chez lui, c'est le jardinage par soustraction, enlever juste ce qu'il faut. Voilà. Pas contre la nature, mais avec la nature. Quand on a compris ça, on arrête de désherber à la main les massifs, on montre au public qu'il y a autre chose qui est possible, et on sert d'exemple à ce grand public qui nous suit, surtout. Donc là, dans le dernier massif, devant le restaurant, quand vous avez tous les myosotis qui s'installent, les fleurs sauvages, mais ça ne les dérange pas, au contraire, ça les intéresse, ils ont vraiment un regard différent. Il y a une structure, mais on laisse faire toute cette flore sauvage, et ça fonctionne. Il faut arrêter de désherber, il faut arrêter. Une autre question rapide, avec des réponses rapides. C'est au niveau de la gestion de l'eau. J'ai cru comprendre que vous comptez la diminuer, c'est ça? Vous comptez diminuer l'eau, enfin l'arrosage? Oui, sur le parc Ozone, bon, je vous l'ai dit, c'est un sol stérile, c'est du remblai sur 4 mètres, donc il n'y a pas d'eau dans le sol, il n'est pas vivant. Il n'est pas nourricier, donc on a un gros travail pour enrichir le sol par la végétation, par la phytoremédiation, mais aussi on est obligé de travailler avec l'eau, au moins sur les 4-5 premières années, puisqu'on plante des végétaux qui ont besoin de se nourrir, enfin de pousser. Donc sur les plantations forestières de jeunes plants qui forment les ceintures boisées périphériques qu'on a rajoutées, il y a de l'arrosage au goutte à goutte qui en 4, 5, 6 ans doit être peu à peu diminué et jusqu'à être sevré, merci. Voilà, donc ça, c'est l'arrosage nécessaire à cette mise en place de cette végétation rapportée. Et puis, il y a l'arrosage des zones de clairière dont on vous a parlé, que ce soit la colline ou la clairière des enfants. La clairière des enfants, elle est arrosée parce que les pelouses sont piétinées, surpiétinées, et il faut absolument qu'il y ait un minimum d'arrosage, même si on travaille beaucoup sur les temps d'arrosage, sur voilà, on réfléchit beaucoup à la façon d'arroser le plus intelligemment possible pour que humidifier le sol et pas simplement mettre 3 gouttes d'eau dessus. Et puis la colline, comme vous l'a montré Numa, avec le temps, on est arrivé à supprimer la moitié de l'arrosage puisqu'il y a la moitié de la colline qui va peu à peu devenir, et qui devient depuis déjà 2 ans, une prairie naturelle. Voilà. Donc voilà comment on évolue, comment aussi on s'adapte à la sécheresse, et puis c'est intéressant quoi
se re-questionner aussi tout le temps sur les objectifs qu'on a, qui sont toujours les mêmes finalement. C'est la biodiversité, c'est la frugalité, puisque c'est à la mode aujourd'hui, mais c'est cette simplicité, cette rusticité qu'il faut arriver à avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonsoir, c'est une petite question de praticien. Je trouve très intéressant la démarche de suivre après livraison en fait un projet, parce que souvent notre rôle s'arrête à la fin de l'entretien et puis bon, on revient sur site mais on n'a pas forcément ce retour, donc je trouve ça très enrichissant à la fois pour le projet lui-même mais aussi pour le praticien d'apprendre en fait de son projet et des ajustements qui sont faits. D'un point de vue de la mission d'un point de vue contractuel, on va dire, c'est quelque chose qui était dans le programme de départ ou c'est quelque chose que vous proposez aux collectivités ? Alors, moi, je l'ai proposé. De toute façon, les élus, quand ils voient que ce soit la restauration du parc de Majoulan, qui est un parc historique, ou la création d'un parc contemporain sur la friche, les élus mettent quand même de l'argent sur un espace public. Je ne l'ai pas dit assez aussi, l'espace public est un espace de liberté, un espace de rencontre et un espace gratuit. C'est un équipement public qui a un rôle social fondamental. Et les parcs sont essentiels à la pacification de la ville, à la sociabilisation des gens, etc. C'est des lieux de bien-être, mais c'est pas que des lieux de rencontre de la nature, et c'est aussi un apprentissage de la relation de l'homme à la nature, mais c'est aussi des lieux de bien-être, etc. C'est des lieux gratuits quand même. Et tout ça pour dire quoi ? Qu'est-ce que c'était la question ? Ah oui, la mission. Et donc du coup, quand on leur dit que on va pas livrer le parc comme ça, parce qu'il y a des questions liées à l'arrosage, il y a des questions liées à la tonte, il y a des questions sur la gestion différenciée, et il y a des questions de passage de relais. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui en invitant Laurent et Numa, c'est que nous on fait un maximum de choses, mais notre mission elle s'arrête à un moment donné, et dans le temps tout se poursuit, et tant mieux d'ailleurs. Et c'est les jardiniers qui finalement sont à la suite de ce travail de ces questions-là, et que ce soit Numa ou Laurent, pendant 2 ans, on a fait des parcours, une fois par trimestre à peu près, d'une demi-journée, et où on déambulait ensemble et avec nos élus sur comment ça vivait, quelles questions ils se posaient librement, là on a tel problème, etc. Et comment on pouvait les résoudre, ces problèmes, en les discutant tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on crée une gestion différenciée intelligente, adaptée à un site, et qu'on crée aussi du savoir entre nous. Et c'est aussi pour ça que je fréquente, et après ces 2 ans sur Majoulan, on l'a refait pendant 2 ans avec Numa aussi, sur le parc de Bruges, 3 ans même sur le parc de Bruges. Et oui, les élus nous paient, c'est pas une mission terrible, une demi-journée plus le rendu, ça fait une journée, 4 jours par an. C'est pas grand-chose, financièrement ça coûte pas grand-chose, mais c'est extrêmement important pour nous tous. Et du coup, c'est vrai qu'après il y a des complicités qui se font personnelles, et puis parce qu'on a des connivences intellectuelles, vous avez compris, Laurent c'est aussi un puits de science en jardin historique, etc. C'est ce savoir, comme Numa aussi, tout ce savoir qu'on a tous, on a plaisir à l'échanger, et on peut aussi se retrouver après, en dehors de nos missions, autour dans le site, et c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais depuis 16 ans avec Laurent, qui m'appelle, des fois il me dit Graziella, j'ai telle question, je viens, moi je suis trop contente, et puis pareil avec Numa. Voilà, c'est ça la passion de notre métier. Mais sur le fond, c'est vrai que ce travail de gestion, de suivi sur le terrain des gestions, de la gestion différenciée écologique, elle est extrêmement importante. Et c'est c'est du savoir qu'on a derrière tout ça, de l'apprentissage pour tout le monde, y compris pour les élus. Donc, non seulement c'est très important, mais je pense que c'est des choses qu'il faudrait absolument faire systématiquement, et puis peut-être même de le faire dans des temps beaucoup plus longs aussi. Sur 4-5 ans, ce serait pas complètement idiot, voilà. Enfin, ce serait même important. Ah, bonjour. Bonjour Graziella, tu me permets de compléter. Paul Troyot, paysagiste, Fédération française du paysage. Donc effectivement, c'est des sujets sur le suivi de gestion des parcs paysagers, des comportements, sur lesquels on milite nous à la Fédération, auprès des maîtres d'ouvrage, pour vraiment que ce soit systématique, ça nous semble essentiel, à toutes les échelles des projets, que ça soit des cours d'école jusqu'au parc public. Donc n'hésitez pas, les confrères et consoeurs, à faire ces propositions. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage sont très ouverts là-dessus. Il y a l'accompagnement, on milite pour l'entreprise qui a réalisé les travaux, soit là aussi en passation pendant 2 à 3 ans, et à ce titre, l'accompagnement du maître d'œuvre
pendant 3 ans, mais l'idéal c'est 3 à 5 ans, effectivement. Donc c'est quelques journées bien positionnées dans l'année, essentiellement au printemps et à l'automne, de propositions d'échanges, effectivement, c'est ça, c'est 1 à 2 journées de travail sur le terrain, puis en salle de réunion, et après il peut y avoir des productions graphiques de compléments de plan plantation, des choses comme ça. La nature est aujourd'hui, avec toutes les problématiques d'adaptation au changement climatique, bien on a des difficultés à maintenir les palettes végétales sur le long terme, moyen terme. Les choses vont très très vite et donc il faut l'accompagner également. Alors je vais compléter juste pour insister sur l'importance du suivi derrière. Personnellement, sur le parc Ozone, tout ce qui a été fait pendant 3 ans, là, sans Graziella en appui derrière, j'aurais pas fait grand-chose, honnêtement, parce qu'on parle d'inviter la nature, toutes les initiatives qui visent à laisser pousser l'herbe, à éventuellement se retrouver avec des couleuvres dans le parc, et tout ça, c'est pas accepté en fait par les communes. Un parc naturel, c'est quand même un parc hyper entretenu qui doit pas déranger. Voilà, je prenais l'exemple de la fleur au milieu de la pelouse, c'était pas juste un exemple, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé et ça s'est répété un nombre incalculable de fois jusqu'à la réunion où Graziella a dit mais si, en fait, vous passez plus la débroussailleuse au pied des arbres en fait. Moi ça faisait 2 mois que j'insistais qu'on me disait si, il va falloir passer la débroussailleuse au pied des arbres. Bon, Graziella a dit non et on passait plus là. Mais ce n'est pas que parce que c'est Graziella. Voilà. Mais alors après, et puis la pédagogie passe mieux avec le concepteur, la conceptrice, qu'avec le jardinier qui n'est là que pour jardiner. Non mais c'est intéressant, je me permets de prendre la parole, c'est intéressant parce que ça pose plusieurs questions sur la question de la connaissance. Effectivement, comment on apprend, vous avez dit comment on apprend de son projet. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant de dire ça parce que ça sort d'une connaissance basique qu'on pose habituellement, on comprend un lieu, etc. On agit et puis après c'est fini. Non, c'est cette espèce de dynamique beaucoup plus circulaire où on apprend de son projet et il y a plein de connaissances qui sortent du projet. Ça, c'est pas vraiment des questions. Non, mais la question du projet, c'est aussi quel sens on donne au lieu. Ouais, c'est ça. Quels usages, quelles orientations. Et à partir de là, comment ce sens du site, ce fonctionnement du site, aussi bien dans sa relation de l'homme à la nature que dans la présence de l'homme, aussi dans le site, du parc notamment, c'est important de comprendre ça et ensuite d'accompagner le travail de gestion dans le temps en maintenant ce cap, le cap qui a été décidé au départ, soit de la restauration d'un patrimoine historique qui a une très grande qualité et qu'il faut absolument préserver, au contact aussi quand même de dynamiques du vivant qui sont extrêmement intéressantes et d'une gestion et d'une vision écologique qu'on a aujourd'hui qui est extrêmement importante aussi et en lien aussi avec le réchauffement climatique. C'est des enjeux extrêmement importants aujourd'hui et donc voilà, c'est on apprend bien sûr nos projets, on apprend de notre projet et on a aucune certitude quelque part, mais on a des intentions et ces intentions il faut les tenir. Ça, c'est très important, parce que je le vois pour le parc de Lormont, par exemple, où je pense que les intentions de départ, qui sont extrêmement importantes aussi, peuvent être très vite dévoyées, et le site peut très vite aussi se transformer, vous voyez, par une gestion qui n'est pas nécessairement comprise, qui n'a pas nécessairement compris le lieu, son potentiel et ses orientations. Voilà. Donc on apprend et puis on transmet et ils poursuivent aussi et ils réapprennent et nous on réapprend. Ouais, c'est un travail sans fin mais extrêmement intéressant. Mais oui, on n'est pas. Alors les architectes, des fois mes copains architectes me disent oh mais même nous quand même quand on livre un bâtiment c'est pas fini et tout ça. Oui c'est vrai, mais en même temps c'est faux. Nous on crée on jette des graines aussi beaucoup. Des pensées, des graines, et derrière il y a des choses qu'on a pensées qui vont se faire, et il y a des imprévus qui vont arriver et qui vont nous donner des leçons et qui vont nous révéler plein de choses. Et c'est quand même au stade du jardinier aussi que tout se passe, quoi. Voilà. Donc nous on est là, il faut qu'on avance ensemble, et les élus ont intérêt à cela. Les plans de gestion ils doivent être faits avec les concepteurs et avec les jardiniers. Et pas nécessairement des gestions écologiques à part avec des entreprises qui sont prises en dehors, comme ça arrive parfois. Il y a des plans de gestion qui sont faits ensuite avec d'autres entreprises qui ne sont plus les concepteurs ni rien. Ça marche pas tout ça.
Ce qu'on va faire, c'est je vous propose que on prenne une dernière question, peut-être par Zoom. S'il y a quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à les lire là, je vous livre tout. Donc s'il y a quelqu'un puisque on a vu qu'il y avait pas mal de questions sur Zoom, s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son micro et nous livrer sa question via Zoom, on est preneur. Bon, on n'en prendra qu'une seule, hein, d'accord ? Alors, j'en lis une ? Oui. Vous prenez celle qui vous plaît le plus, peut-être, non ? Allez, je prends celle-ci. Bonjour, je suis Élise, chef de service à la direction de la nature de Bordeaux Métropole. Merci beaucoup pour cette intervention à 2 voix, 3, vraiment très riche. Bravo aux jardiniers gestionnaires écologiques de l'Observatoire de la nature. Quel a été le rôle de Graziella auprès de la mairie dans les années qui ont suivi la livraison du parc? Mission de conseil après de gestion. On vient d'y répondre. Bon, alors peut-être que c'était... on va peut-être clôturer. Alors, je vais peut-être pouvoir répondre au nombre de fauches par an sur le parc Ozone. Rapidement, c'est une fauche par an. Alors au début, sur le plan initial, c'était assez tôt dans l'année, octobre, voire la mairie demandait 2 fauches par an, au mois d'août aussi, pour des questions de beauté. Voilà, donc c'est plutôt une fauche par an, le plus tard possible, novembre, décembre, parce qu'on a observé quand même qu'il y avait encore la reproduction des insectes, papillons, sauterelles, libellules, beaucoup de choses en fait, et les oiseaux qui viennent se nourrir encore. Voilà, donc pour le parc Ozone, ce sera une fauche par an. Alors, il y a aussi une question en ce qui concerne la gestion de l'eau. L'écoulement des eaux pluviales dans le ruisseau a-t-il posé des problèmes de débordement du ruisseau ou de perturbation du milieu? Alors, pas du tout. Le ruisseau, il était, comme ça a été très construit en amont, il était plus qu'une petite coulée d'eau. Le fait qu'on ait ramené les eaux pluviales des trois secteurs urbanisés a un peu enrichi le ruisseau, lui a redonné un petit peu de débit, on va dire. On est loin de débordement. Et alors, je suis même avec les problèmes de sécheresse qu'on a. Alors, en ce moment, le ruisseau, il y a un peu d'eau quand même encore, donc il marche. Non, avec les problèmes de sécheresse qu'on a, je dois dire que tous les bassins d'orage qui sont intermédiaires, les noues paysagères qui sont intermédiaires, on n'a pas une goutte d'eau quasiment, quoi. Enfin, la plupart du temps. Et donc, il y a une infiltration qui se fait au niveau du ruisseau, mais heureusement, parce que je sais même pas s'il serait encore pas à sec aujourd'hui, après tout ça. Voilà. Donc. Allez, une dernière question et après on va boire un coup. Et on va prendre une... voilà, elle vous dit merci. Bon, super. Donc merci Justine. Une question d'une étudiante qui vient de l'école d'Angers pour la clairière aux enfants. Avez-vous pensé à des revêtements de sol plus naturels, les copeaux de bois? Comment on peut en voir auprès Guestin à Saint-Hilaire de Loulay dans le 85, tout aussi efficace en cas de chute? On fait une réponse rapide? Oui, la clairière aux enfants, les jeux sont positionnés en 90% sur des lits de gravier. Voilà. Donc c'est très naturel au sens où on est sur des graviers de Garonne roulés avec une granulométrie spécifique, 40 cm pour accueillir les chutes et évidemment des sols filtrants. Donc toute l'eau s'écoule directement dans le sol et serait un filtre pour alimenter les nappes phréatiques. Oui, bien sûr, on travaille sur des sols filtrants. Et du coup, ça coûte pas cher. C'est vrai que dans la photo que j'ai mise, il y a un sol en plastique, mais c'est le seul endroit. Tout le reste est fait en gravier. Voilà. J'espère qu'on aura répondu à Laura. Je vous remercie à tous et puis encore merci à vous trois, très sincèrement et très chaleureusement. Et puis retrouvons-nous autour d'un petit verre.